Il y a une histoire très importante derrière le message du président du 14 mai. Voici ce qu'il a dit. Lorsque le président Xi a évoqué avec beaucoup d'élégance les États-Unis comme étant peut-être une nation en déclin, il faisait référence aux dommages considérables que nous avons subis pendant les 4 années de la présidence de Joe Biden. Et sur ce point, il avait 100% raison. Il y a 2 ans, nous étions en réalité une nation en déclin. Sur ce point, je suis d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont le pays le plus chaud du monde. Le président a publié ce message suite aux propos de Xi Jinping concernant le prétendu piège des Thucydides. Voici ce qu'il a déclaré lors du banquet d'État. Actuellement, une transformation sans précédent depuis un siècle s'accélère à travers le monde et la situation internationale est fluide et turbulente. Le monde est arrivé à un nouveau carrefour. La Chine et les États-Unis peuvent-ils surmonter le piège des Thucydides et créer un nouveau paradigme dans les relations entre grandes puissances? Du coup, le piège des Thucydides est devenu viral sur Google et on expliquait aux gens que c'était un fait historique. Un empire décline, un autre émerge. Et le conflit est alors inévitable. Les médias s'en sont emparés. La Chine est en pleine ascension. Les États-Unis sont en déclin. Trump n'a rien obtenu de sa visite. Les gros titres présentaient Trump aux États-Unis comme un perdant, comme ceci. Le voyage de Trump en Chine souligne à quel point le pouvoir s'est déplacé vers l'Est. Ou bien a-t-elle dit à Trump que les États-Unis sont en déclin? Donald Trump avait déjà fait voler en éclats ce récit avant même d'arriver en Chine. Premièrement, comme l'affirme le message de Trump, les États-Unis ne sont assurément plus en déclin. Et plus important encore, le président est en train de créer un monde dans lequel les nations souveraines peuvent progresser ensemble sans manipulation impériale ni conflit. Je suis Suzanne Kokinda. Non seulement j'ai étudié comment l'Empire britannique a manipulé l'échiquier géopolitique pendant des siècles, mais je suis également versée dans l'histoire grecque. Et je sais que le piège dit des Thucydides a été créé par un élève d'Henry Kissinger pour dissimuler le grand jeu britannique. Alors si vous voulez aller au-delà de la version de l'histoire présentée par l'Empire, cliquez sur les boutons j'aime, partager et s'abonner. Voilà ce dont je vais parler aujourd'hui. Premièrement, quel pouvoir concret le président Trump a apporté au sommet chinois? Deuxièmement, comment les Britanniques ont concocté l'idée du piège des Thucydides comme un nouveau chapitre de leur manuel géopolitique? Et enfin, comment Trump jette ce manuel à la poubelle? Ainsi, lors du sommet, les médias ont souhaité se concentrer sur les résultats obtenus. Qu'ont obtenu les États-Unis en matière de commerce concernant l'Iran et Taïwan? Eh bien, nous avons effectivement obtenu beaucoup d'échanges, mais ce discours sur les résultats obtenus passe complètement à côté de ce que Trump a réellement accompli lors du sommet. Il est arrivé à Pékin en compagnie des chefs d'État des pays les plus puissants d'Amérique. Des personnalités comme Elon Musk, Jensen Huang de Nvidia, les PDG de Boeing, GE Aerospace, Cargill et des plus grandes entreprises technologiques et financières. Il s'agissait de l'avis général de la délégation d'entreprises américaines la plus riche, jamais réunie sur un sol étranger. Et qu'a fait le président? Il a interrompu leur réunion bilatérale. Voici comment il l'a décrit à Sean Hannity. Des chips aux avions, en passant par tout le reste. Tout est là. Je ne les ai pas invités. Ils voulaient tous venir, et ils sont tous là. Et j'ai suggéré qu'avant de commencer la réunion, j'aimerais vous les présenter. Ils ont été surpris, car ce n'était pas prévu. Surtout que c'était le président Xi et de nombreux autres dirigeants chinois. Une fois qu'ils se sont habitués au fait que nous étions un peu en retard et que nous parlions d'un sujet auquel nous n'avions même pas pensé, mais qu'ils étaient dehors, j'ai dit que je pensais que nous pouvions les avoir dans 5 minutes, car ils étaient littéralement à quelques minutes de la salle où nous étions dans le grand hall. Nous étions dans la grande salle, ils sont entrés, ils ont fait un travail fantastique. C'était vraiment bon. Je crois que c'est lui qui a dit que c'était très bien. C'était une bonne idée, mais c'était très différent de ce qui était prévu au programme. Réfléchissez-y. Le président a pris le contrôle de la réunion pour mettre en avant la puissance de l'économie américaine. Et il a fait plus encore. Il a amené son ministre de la Défense. C'est la première fois depuis 72 qu'un secrétaire à la Défense accompagne un président en exercice. Cette année-là, Richard Nixon et Henry Kissinger ont ouvert la Chine. Le cadre mis en place après Nixon a délibérément exclu le Pentagone de ces sommets. Et Donald Trump vient de mettre fin à cette tradition.
Lors de ce sommet, Trump a clairement indiqué qu'il ne jouait pas selon les règles établies par les responsables de la politique impériale britannique comme Henry Kissinger. Avant toute chose, il y a la doctrine insensée de Kissinger sur la destruction mutuelle assurée, selon laquelle le monde est constamment pris en otage par la menace d'une guerre thermonucléaire. Donald Trump a discuté de dénucléarisation avec Xi Jinping. Lorsqu'un journaliste soucieux d'obtenir des résultats concrets a interrogé Trump sur la réduction des armements chinois, Trump a complètement détourné la question. Oui, on en a parlé un petit peu. Oh, j'en parle tout le temps avec la Russie et la Chine, et on en a parlé. Et alors, quelles sont vos conclusions? Oh, très positives depuis le début. J'essaie de comprendre. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ben, je veux pas dire que personne soit vraiment engagé, mais vous savez, le concept de dénucléarisation, une dénucléarisation ou une extension? Non, non, dénucléarisation. En d'autres mots, la Russie va se joindre à nous, mais le concept de ça, c'est quelque chose qui serait très bon. Entre les États-Unis, la Russie et la Chine, cette dernière s'est montrée la plus récalcitrante des trois. Et Donald Trump a profité du sommet pour aborder directement la question de la dénucléarisation avec Xi. Deuxièmement, Taïwan. Il s'agit là d'un autre point de tension géopolitique qui maintient les superpuissances au bord de la guerre. Le président a été harcelé de questions sur les ventes d'armes à Taïwan, dans le cadre des assurances données à Taïwan en 82. Des assurances selon lesquelles un président américain ne discuterait pas de vente d'armes avec la Chine. Voici ce qu'a déclaré le président. Alors, que vais-je faire? Disons que je ne veux pas vous en parler parce qu'un accord a été signé en 82, mais non. Nous avons aussi discuté des ventes d'armes. Et quelle est sa demande? Nous avons discuté de Taïwan. Vous savez, toute cette histoire d'armement a été abordée en détail. Et je prendrai les décisions. Mais vous savez, je pense que la dernière chose que nous avons besoin en ce moment, c'est une guerre à 15 300 km de distance. Voilà la position finale de Donald Trump. Il ne fera pas de guerre selon les conditions fixées par l'Empire britannique. Et voici ce qu'il a vraiment apporté de plus important. Il a amené des États-Unis revigorés qui ont déjà remodelé le monde et qui ont marginalisé la Chine dans l'hémisphère occidental, ainsi que des États-Unis qui détiennent désormais tous les atouts au Moyen-Orient. Comme le montrait ce message du 14 mai, le président a déclaré « Le président Xi ne faisait pas référence à l'ascension fulgurante des États-Unis, étalée aux yeux du monde entier durant les 16 mois spectaculaires de l'administration Trump. » Marqué par des marchés boursiers et des plans d'épargne retraite à des niveaux records, une victoire militaire et des relations florissantes avec le Venezuela. La poursuite de la destruction militaire de l'Iran est la première armée du monde, redevenue notre puissance économique grâce à un investissement record de 18 000 milliards de dollars aux États-Unis et le meilleur marché de l'emploi américain de l'histoire avec un nombre de personnes travaillant aux États-Unis jamais atteint auparavant. Pour remettre tout cela en contexte, revenons aux propos du président Xi concernant une transformation sans précédent depuis un siècle. Or, nous sommes en 2026. Il y a un siècle, en 1926, la Chine n'était pas sous un régime communiste. En réalité, le fondateur de la Chine moderne, partisan du système américain, Sun Yat-sen, venait de décéder en 1925 et durant les décennies qui ont suivi, la Chine a été une alliée des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, comme l'a souligné le président Trump. Dans son toast, Franklin Roosevelt, en tant qu'allié durant la Seconde Guerre mondiale, a évoqué le courageux peuple chinois, car c'était bien de cela qu'il s'agissait, suscitant des acclamations nourries lors de ses discours aux États-Unis. Et tout le monde appréciait ses paroles. Pensez-y, il y a 100 ans. Les Britanniques n'avaient pas encore dressé les États-Unis et la Chine l'un contre l'autre, ni facilité la prise de pouvoir du PCC en Chine. Mais ceci est une autre histoire. On me fait parfois remarquer que les Chinois ont toujours cherché à dominer le monde. Eh bien, si vous voulez lire la véritable histoire, celle où c'est l'Empire britannique qui a tenté de dominer le monde ces 300 dernières années, alors abonnez-vous à la newsletter gratuite de Promethean Action.
Nous n'allons pas vous servir la version falsifiée de l'histoire réécrite par les Britanniques. Nous allons vous montrer comment le combat a été celui de nations souveraines, menées par les États-Unis contre l'Empire. Alors cliquez sur le lien et inscrivez-vous à notre newsletter gratuite. Car c'est précisément ce combat que le piège des Thucydides visait à piéger. L'idée de piège des Thucydides est obscure. Elle a été initialement proposée par un certain Graham Allison. Ce dernier a d'abord évoqué ce concept dans un article du Financial Times en 2012, avant de le développer dans un livre paru en 2017 intitulé « Destiné pour la guerre ». Est-ce que l'Amérique et la Chine peuvent échapper au piège des Thucydides ? L'argument principal est le suivant. Lorsqu'un empire s'élève, un autre décline, rendant la guerre inévitable. Il a recensé 16 cas sur une période de 500 ans, dont 12 se sont soldés par un conflit armé. Mais commençons par présenter Graham Allison. Il a intégré Harvard grâce à une bourse Marshall, financée, tenez-vous bien, par une loi du Parlement britannique et administrée par le ministère des Affaires étrangères. Son objectif déclaré est de former de jeunes Américains prometteurs qui comprennent les idéaux et le mode de vie britannique. Allison a ensuite étudié à Oxford, puis est retourné à Harvard où il a suivi les cours d'Henry Kissinger. Nos lecteurs habituels nous ont déjà entendu citer Henry Kissinger lorsqu'il a déclaré à Chatham House « Lorsque j'étais secrétaire d'État, je tenais le ministère des Affaires étrangères britannique plus informé que le département d'État. » Voilà le pédigré de Graham Allison. Commençons par son idée de base. Il cite une seule phrase des Thucydides, évoquant la guerre peloponnèsienne entre Sparte et Athènes. Selon lui, c'est l'ascension d'Athènes et la crainte qu'elle a engendrée à Sparte qui ont rendu la guerre inévitable. Or, ce qu'Allison omet, c'est ce que les historiens impériaux britanniques négligent toujours, le rôle de l'Empire. Si vous lisez attentivement les dialogues de Platon, ce que j'ai fait, vous constaterez que c'est l'Empire perse qui a orchestré le conflit entre Sparte et Athènes. Non seulement il exerçait une influence manifeste sur Sparte, mais il contrôlait des figures clés à Athènes, comme Platon le documente dans ses dialogues. La Perse craignait le pouvoir des idées issues de la Grèce classique, et notamment celle de Platon. L'histoire falsifiée d'Allison se retrouve ensuite dans son argumentation. Sur les 16 conflits des 500 dernières années, il prétend que la plupart sont dus à ce piège des Thucydides. Eh bien, figurez-vous que la majorité de ces conflits sont le fruit de la manipulation des nations par l'Empire en place. Voyez plutôt. La liste, qui remonte au XIXe siècle, est disponible sur le site web de l'université Harvard. Ils ont récemment publié un communiqué de presse se félicitant de la médiatisation du piège des Thucydides de Graham Allison. Or, si l'on examine cette liste, les adeptes de l'action prométhéenne, notamment ceux qui assistent à nos cours du samedi, connaissent le rôle de la géopolitique britannique dans le déclenchement de la plupart de ces guerres. Mais regardez le numéro 11, celui qui n'a pas mené à la guerre, celui où l'Amérique a devancé la Grande-Bretagne sans conflit. Ce n'est pas une anomalie, c'est même la clé. Car durant cette même période, les institutions financières et de politique étrangère britanniques, la table ronde Chatham House, le Council of Foreign Relations, ont systématiquement infiltré l'establishment de la politique étrangère américaine de l'intérieur. Il n'y a pas eu besoin de guerre car la Grande-Bretagne a pris le contrôle en grande partie des institutions de politique étrangère américaine. Aujourd'hui, c'est terminé. Trump et son équipe ont quitté ce monde impérial. Ils rejettent ouvertement la mondialisation. Ils bouleversent l'échiquier géopolitique. Plus important encore, ils font revivre le système américain, ce qui confère aux États-Unis la force économique indépendante nécessaire pour agir. Prenons l'exemple des chefs d'entreprise que Trump a emmenés en Chine, et plus particulièrement la révolution industrielle en cours aux États-Unis, ainsi que le fait que Donald Trump a instauré notre indépendance énergétique. Tout cela nous donne la liberté d'agir dans notre propre intérêt et de ne pas être contrôlés par l'Empire. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit du fait que l'administration Trump a non seulement bouleversé la géopolitique britannique, mais aussi le système économique britannique,
et qu'elle fait revivre publiquement le système d'économie politique américain. L'ambassadeur au commerce, Jamieson Greer, en a parlé à Davos en janvier dernier, et Peter Navarro l'a évoqué hier dans une tribune où il parle d'Henry Clay et décrit en détail les piliers du système américain, notamment les droits de douane actuels et l'impact de ceux de Donald Trump. C'est ce que l'Empire britannique a toujours craint. C'est pourquoi il a concocté la géopolitique et le grand jeu au XIXe siècle. Et pourquoi il les a réinterprétés. Comme les idéologies sidériennes dans l'après-guerre, elles ne veulent pas que les nations souveraines deviennent économiquement et politiquement indépendantes. Elles les opposent donc constamment les unes aux autres. Xi Jinping affirme que le monde connaît des changements inédits depuis un siècle. Il a raison. Le carcan centenaire construit par les Britanniques est en train d'être démantelé et Donald Trump s'est complètement écarté du discours convenu. Mais le président a besoin d'un mouvement de personnes qui, elles aussi, sortent des sentiers battus, qu'il s'agisse des discours académiques d'Harvard ou des influenceurs virulents des réseaux sociaux. C'est ce que nous faisons chez Promethean Action. Alors si vous souhaitez y participer, devenez membre ou donateur et aidez-nous à façonner le siècle prochain. C'était votre résumé du samedi. Merci de nous avoir suivis. Et si vous souhaitez soutenir ma chaîne de traduction La Décrypteuse Libre, aimez ma publication, commentez et partagez. Cela me donnera également plus de visibilité. À très bientôt.